J'ai plusieurs casquettes, en fait, dont une qui est d'être professeur de génie logiciel et en fait enseignant-chercheur. Et je travaille avec Alexandre qui est là, donc qui va lever la main. Et on travaille en particulier sur ce sujet-là. Vous allez voir des résultats expérimentaux de modèles d'apprentissage pour la priorisation, avec des bons résultats, vous allez voir. Et donc, c'est Alexandre qui a la manœuvre pour ces travaux d'analyse de modèles d'apprentissage, de comparaison, de benchmarking, de configuration, et tout ce qui sert à avoir des bons résultats avec du machine learning. Alors, l'idée, c'est d'être sur ce sujet, hein, IA et tests, et puis d'être rapidement sur l'aspect priorisation des tests. Je vous ai mis quelques éléments de commentaires sur ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc, on parle surtout des tests fonctionnels. La priorisation peut s'appliquer à des tests manuels ou automatisés. On va vous donner des résultats de travaux de recherche qui sont, voilà, ça fait quelques mois qu'on travaille là-dessus, hein, même plus d'un an, je pense. Et puis, vous verrez, il y a un service de priorisation qui est en train d'émerger de tout ça et qu'on souhaiterait utiliser, qui est en cours d'expérimentation déjà, mais pour lequel on souhaiterait étendre les expérimentations. Voilà. Alors, je voulais commencer pour aussi vous parler de l'ISTQB, hein, et du CFTL. Donc, le CFTL, Comité français des tests logiciels, qui est le chapitre français de l'ISTQB. Il y a une nouvelle certification. Je ne sais pas qui est certifié Fondation dans la salle. Donc, on est quelques-uns. Donc, parmi les modules spécialistes, il y en a un qui vient de sortir, qui s'appelle AI Testing, qui va être disponible en français en janvier, là. Et donc, ce module-là, il couvre à la fois le test des systèmes qui intègrent de l'IA et l'IA pour le test. C'est une formation de 4 jours. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, hein, qui est l'IA pour le test, elle couvre les grandes thématiques actuelles, hein, qu'on voit ici, hein, donc avec des techniques de prédiction, des techniques de génération, des techniques de régression, bref, où on voit donc des capacités de l'IA pour prédire des défauts, analyser des reportings, et puis ce qui nous intéresse ici, optimiser des suites de tests et leur priorisation. Alors, on va rentrer dans le détail. Alors, quelques mots sur cet aspect IA, hein. Peut-être vous avez déjà vu ce schéma. Qu'est-ce qu'il dit ce schéma? C'est que en fait, l'IA, c'est sympa, mais c'est de la sueur et des larmes en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail sur la donnée d'apprentissage pour faire que les résultats de l'apprentissage soient suffisamment fiables. Et qu'en réalité, le travail de data scientist, c'est quand même beaucoup un travail les mains dans le cambouis, d'une part pour acquérir cette donnée, la nettoyer, enlever les bruits et s'assurer qu'elle ne va pas apporter de biais. Et puis d'autre part, pour expérimenter des modèles, les configurer, et tout ça, ça prend en fait beaucoup de temps. Mais quand même, hein, c'était pour insister sur la base de la pyramide. Et voilà, et Alexandre en sait quelque chose. C'est un travail quotidien justement de partir de cette donnée-là. Même si nous, vous allez le voir, hein, on parle de données d'historique d'exécution des tests, avec différentes caractéristiques qu'il faut qu'on extrait, mais la donnée est quand même assez propre une fois qu'on l'a extraite. Et pas trop bruitée. Enfin, on va rentrer dans le détail. Alors, un autre aspect, hein, que vous connaissez, qu'on connaît tous quand on parle d'apprentissage, c'est finalement, il y a différentes méthodes d'apprentissage. Et là, vous verrez, on utilise des algorithmes qu'on appelle d'apprentissage supervisé, c'est-à-dire des algorithmes qui sont liés à des données pour lesquelles on connaît le résultat pour l'apprentissage. Mais évidemment, après, on applique un calcul de priorisation sur des nouvelles données, c'est-à-dire sur des tests à prioriser. On travaille aussi avec des techniques par renforcement, c'est-à-dire des techniques qui apprennent à partir de données avec des fonctions de récompense,
c'est-à-dire qui vise à améliorer l'apprentissage en fonction des résultats constatés pour faire que au calcul suivant, on fasse mieux qu'au calcul précédent en donnant des scores et des choses comme ça. Et puis, il y a beaucoup de techniques qui sont non supervisées parce que il y a quand même beaucoup de contextes, mais nous, dans notre contexte de la priorisation, on utilise du supervisé et du renforcement. Le non supervisé permet justement d'éviter d'avoir à avoir les résultats attendus d'une certaine façon. Mais voilà, j'en parlerai pas aujourd'hui. Alors ça, c'est un schéma qui paraît complexe, mais vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'en a l'air, qui est dans le syllabus AI Testing. Et en gros, lorsqu'on parle d'IA du point de vue du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage, il y a finalement deux grandes phases. Il y a la phase où on va utiliser des algorithmes pour créer un modèle d'apprentissage capable de nous produire les bons résultats, puis le moment où on va utiliser. Donc, si on revient à ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'apprendre sur des données historiques de résultats d'exécution de tests, la prédiction de la détection d'anomalies, eh bien, on va apprendre sur des séquences passées, des bulles, des exécutions passées, dans certains contextes, et ça, c'est la création du modèle. Puis on va appliquer ce modèle-là pour calculer donc une probabilité de détection qui va nous permettre d'ordonner nos tests. Vous voyez, donc on est toujours dans ces techniques-là, hein, entre les phases d'entraînement, c'est-à-dire de création du modèle, hein, d'apprentissage, et puis l'utilisation de ce modèle-là. Voilà. Donc évidemment, l'objectif, in fine, c'est quand même d'utiliser le modèle. Un exemple simple, c'est la classification d'images. On a appris sur des centaines de milliers d'images et on montre une image pour, par exemple, que le système d'IA nous dise s'il y a un chat dans l'image ou s'il n'y en a pas, pour vous donner cet exemple simple. Ok, alors rentrons un peu dans le vif du sujet qui est celui de la priorisation. Et attention, là, jusqu'à présent, tout se passait bien, mais le slide suivant, c'est vous qui allez bosser. Donc, voilà, donc reposez-vous avant le slide suivant. Donc, je plaisante, mais bref, de quoi on parle? Parce que finalement, quand on parle de priorisation des tests à l'exécution, on peut avoir plusieurs points de vue. Et peut-être que les 3 points de vue que j'ai mis là, vous en avez d'autres en tête. Donc il y a un premier point de vue qui est un point de vue courant, qui est un point de vue utile, qui est de dire il faut que je priorise en fonction des priorités business, c'est-à-dire en fonction de la criticité, en fonction de ce qui est important finalement sur le business. Il est plus important de tester ce qui a un impact business s'il y a une anomalie que ce qui n'en aurait pas, évidemment. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis de petits symboles ici? Là, le petit symbole, c'est un réseau d'apprentissage. Donc, le petit symbole du machine learning, c'est parce que c'est des techniques de base que, par exemple, tout le monde utilise lorsqu'on applique des tests dirigés par les risques, où on va finalement prioriser nos tests avec les informations métiers. Mais on n'a pas besoin ici de techniques d'intelligence artificielle. On a besoin d'informations. On a besoin que le métier nous dise et soit capable d'associer à une user story ou à une exigence, à un niveau de criticité, et que là, on l'utilise pour la propager dans nos tests. Mais il y a deux situations, enfin, il y a deux, disons, problématiques de priorisation qui sont d'ailleurs complémentaires. Hein. Je ne veux pas les opposer, les trois. Ça va dépendre de finalement ce qu'on veut faire. Eh bien, la deuxième problématique, c'est une problématique de priorisation en fonction de l'usage réel, c'est-à-dire en fonction de ce qui est utilisé dans l'application, de telle façon qu'on va d'abord exécuter ce qui, par exemple, est le plus utilisé. Et évidemment, ça ramène à la question de comment connaître cet usage réel, comment savoir qu'est-ce qu'on teste sur les usages réels.
et ça va rejoindre l'atelier qu'on avait proposé en début d'après-midi, donc dont je vais vous parler juste après. Et puis, le troisième thématique, c'est prioriser les tests de telle façon qu'on exécute en premier ceux qui vont probablement, qui ont le plus de chances de détecter une anomalie. Pourquoi? Parce que cette anomalie, on va la corriger. En tout cas, et donc on a intérêt à avoir le feedback le plus rapide permettant à l'équipe justement de corriger. Et c'est là aussi qu'on peut utiliser ou qu'on utilise avec des bons résultats du machine learning, c'est-à-dire qu'on apprend des situations passées, on apprend pour déduire une probabilité donc, dans la détection d'anomalies. Alors, je vais rentrer, avant de rentrer dans le détail, je voulais, en fait, on avait envie d'utiliser ce forum, donc je vais vous faire un peu travailler, vous avez tous un beau smartphone, et travailler en essayant de me répondre à quelques questions, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, ça nous intéresse, puis on va les diffuser après, de savoir quel est votre point de vue. Projetez-vous dans votre contexte. Vous avez vos tests et dans quelle mesure cette priorisation vous intéresse? Qu'est-ce que vous souhaitez prioriser? Voilà, il y a quelques questions et après on va afficher. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, il faut aller sur menti.com et taper un code à 8 chiffres, mais qui est facile à taper finalement, 50 68 68 00. Ça donne accès donc aux questions qu'on va voir juste après. Dès que vous me dites que vous avez accédé au code, on passe en mode présentation des questions. Est-ce que tout le monde a eu le code? Non, bon, on attend quelques secondes. Voilà. Donc, on va se mettre sur le questionnaire. Donc, la première chose qu'on avait envie de connaître, c'est quel était votre niveau de... comment vous positionnez l'importance de cette question de la priorisation. Vous la positionnez élevée, c'est bien. Enfin, c'est bien. En fait, non, j'ai pas d'avis. J'avais envie de savoir votre avis. J'ai pas envie de qualifier votre avis, en fait. Donc, voilà. Est-ce que tout le monde a répondu? OK. Alors, sur la question suivante, on va voir ça s'afficher aussi. Ah, ça bouge encore. Donc, sur la question suivante, la question est par rapport aux trois approches, aux trois façons de prioriser, par rapport à la criticité métier, par rapport à l'usage ou par rapport à la détection d'anomalies, et vous pouvez répondre plusieurs fois, enfin plusieurs choix, mais qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant? Qu'est-ce qui correspond le mieux à votre contexte, si vous voulez? Ça bouge. On s'arrête quand ça ne bouge plus. Hein? Et franchement, j'ai aucun avis sur... j'ai aucun pronostic sur les réponses que vous alliez faire. Donc voilà, c'est un vrai intérêt. OK. Est-ce que ça bouge encore? Tout le monde a répondu. Donc, question suivante. Alors, sur quel niveau de test? Évidemment, on peut prioriser des tests unitaires, on peut prioriser des tests d'intégration, des tests système, des tests d'acceptation, ou on peut tout prioriser, ou que certains niveaux. Donc là aussi, vous pouvez répondre sur plusieurs niveaux. Mais voilà, dans votre contexte, sur quoi est le sujet, quoi, finalement? OK. Est-ce que ça bouge encore? Non, ça ne bouge plus. Donc, on va passer à la dernière ou l'avant-dernière. Après, on va... Alors, quel type d'exécution? Ça, c'est un sujet. C'est-à-dire que vous voulez prioriser des tests auto ou des tests manuels? Ou les deux? Vous pouvez répondre les deux. Mais voilà, dans votre contexte, est-ce que le sujet est plutôt sur des tests auto ou des tests manuels? Ah, 50-50, elle est bien celle-là. OK, très bien.
Alors, encore une. Donc, quel bénéfice? Alors là, c'est plutôt les mots-clés. Qu'est-ce que vous en attendez? Quel gain, quoi? Est-ce que c'est bah, le temps? Est-ce que, enfin bon, je ne veux rien influencer, mais c'est une question ouverte et qui donne lieu à un nuage de tags. Donc, on va voir s'il y a un nuage de tags en fonction de vos réponses qui s'affiche. Donc, c'est Julien qui m'avait conseillé le nuage de tags. Ah, voilà, efficacité, excellent. Gain de temps, rendement, performance, qualité. Bon. Et la petite dernière, s'il n'y a plus de mots qui apparaissent. Ah, pardon. Voilà. Ok, c'est chouette hein, de voir les éléments s'afficher. Plus c'est gros, plus ça a été répondu plusieurs fois. Voilà. Ok. Et puis le dernier, ou l'avant-dernier, hein, je suis désolé, c'était un peu long finalement. Est-ce que vous avez déjà une pratique de la priorisation? C'est-à-dire que oui, non. Puis évidemment, la question subsidiaire, c'est comment? Et on en aura fini. Ok. Bon. Eh bien, il y a 2 personnes parmi vous qui peuvent répondre. Les 2 personnes qui ont répondu oui doivent répondre. Comment? Ouais. Donc effectivement, hein, aujourd'hui, c'est la technique la plus utilisée. Hein. C'est même un classique, hein, le test dirigé par les risques associés aux exigences. Et effectivement, dans les critères d'acceptation, on peut prioriser à partir des cas d'usage. OK. Alors, pour continuer, on va repasser sur la presse. Et donc, on va aborder finalement les 2 contextes ici. Hein. Je ne vais pas développer la priorité à partir des priorités métiers, mais là où on peut utiliser des techniques d'apprentissage. Donc, d'abord, pour vous parler de ce qu'on a présenté en atelier, c'est-à-dire l'analyse des logs en production pour analyser l'usage et analyser aussi les occurrences d'usage, analyser là où l'usage est finalement différent de ce qu'on croyait, le cas échéant, mais aussi là où on a les principaux usages. C'est-à-dire que, vous voyez, on a, à partir des logs en production issus des outils de monitoring, capacité à visualiser les sessions, à éventuellement les comparer avec ce qui est testé, mais aussi, alors on ne le voit pas sur cette figure, hein, mais c'est l'idée de la technologie, hein, ici, qui est aussi mise à expérimentation. Eh bien, l'idée est aussi de pouvoir connaître les occurrences des parcours. C'est-à-dire que si j'ai récupéré sur une session, donc sur 24 heures de log en prod, je développe une plateforme de e-commerce et j'ai pris 24 heures de log, eh bien, il va y avoir des flux métiers, hein, des parcours clients qui vont se concentrer. Peut-être que j'ai 4500 parcours sur celui-là et que j'en ai 750 sur celui-là. Et ça, je peux le visualiser et je peux décider qu'est-ce que je veux tester. Je peux déjà savoir qu'est-ce que je teste déjà et là où je voudrais prioriser mes tests. Hein, donc l'idée de la priorisation à partir de l'usage, c'est d'abord de connaître l'usage. Et connaître l'usage, c'est analyser les logs. Parce que la vérité est dans l'enregistrement des actions utilisateurs.
concrètement. De cette action-là, j'ai des volumétries, j'ai des flux, des tailles de flux, j'ai des couvertures de tests, c'est-à-dire j'analyse des couvertures de tests, et puis derrière, je peux décider donc qu'est-ce que je vais prioriser à l'exécution. Alors, vous voyez, il y a plusieurs problématiques dans cette affaire-là. C'est un exemple de fichier de log. La première problématique, ça va être celle du calcul des sessions, c'est-à-dire de pouvoir définir, à partir des événements logués, définir des traces d'usage cohérentes, qui correspondent à des traces de bout en bout, si vous voulez, en tout cas telles qu'elles sont analysées. Donc ça, c'est un travail sur lequel on peut reconnaître avec de l'IA des patterns justement d'enchaînement. Et puis, il y a un autre sujet qui va être finalement d'abstraire, c'est-à-dire de regrouper les traces par proximité pour justement faciliter la compréhension et la détection de flux semblables, si vous voulez. Là aussi, il y a des techniques, par exemple, de clustering qui sont pertinentes. Vous voyez, on voit ici donc des traces avec leur couverture, mais le point, en tout cas sur la partie priorisation, c'est la question de la densité, la densité des parcours. Donc cette technologie, elle s'appelle Gravity, et on est, comme la suivante d'ailleurs, mais ce qui sont deux technos différentes, on est en recherche d'expérimentation. Donc il y a des expérimentations en cours pour justement, donc voilà, si ça vous intéresse, vous notez, vous les aurez dans les presse. Ok, je vais passer au deuxième, à la dernière partie finalement, et on va rentrer dans le détail des résultats qu'on obtient. Donc là, la démarche est différente. Précédemment, on analysait l'usage en production pour voir les densités d'usage. Là, on analyse l'historique des exécutions dans un contexte donné et avec des données aussi liées aux changements qui ont été réalisés. Donc, vous voyez, on a trois types de ce qu'on appelle en machine learning des features, c'est-à-dire de données caractéristiques qui vont servir pour les algorithmes d'apprentissage, donc dans leur phase d'entraînement. Les données d'historique d'exécution sont les données de résultats de tests, tout simplement, sur des runs précédents. Les données liées aux tests incluent la complexité des tests, d'un test, le nombre de pas, la durée du test, d'autres informations que j'oublie là. Les données, la couverture aussi, on travaille sur la couverture des tests, c'est-à-dire on a des données de couverture qui peuvent être liées aux exigences ou aux user stories, mais aussi sur le code, qui peuvent participer des données d'apprentissage. Et puis les données de changement sont liées finalement sur un build de données qui fait partie qui est testé. Eh bien, qu'est-ce qui a été modifié par rapport donc au build précédent? Et ça joue évidemment dans l'apprentissage. Donc, les mécaniques sont toujours les mêmes du point de vue apprentissage, c'est-à-dire que là, on travaille sur des données historisées, on connaît les résultats d'exécution, donc on est bien dans de l'apprentissage supervisé, et on va donner ça à notre modèle en phase d'apprentissage, de telle façon que lorsque on va avoir un nouveau build, on va être en situation d'utiliser ce modèle pour un calcul de priorisation, c'est-à-dire une estimation pour chaque test de la probabilité qu'il a de ramener une anomalie du point de vue du modèle, du point de vue de ce que le modèle a appris. Donc, on a bien les deux phases, apprentissage-calcul. Alors, c'est là que ça devient joli, et c'est là aussi que Alexandre va me compléter, puisque c'est lui qui mêle toutes ces expérimentations. Alors là, on en a mis 6, mais on en a une douzaine, une quinzaine, enfin bref. Donc, ce sont des projets open source. Ça, c'est le produit de Smart Testing Yest. Donc, c'est pas mal d'appliquer à soi-même la priorisation. Et donc, vous voyez, la courbe bleue,
c'est la courbe de référence où les tests qui détectent des anomalies ont été exécutés le plus tôt possible. Alors évidemment, elle n'est pas toute flat, puisque s'il y a, mettons, 10 anomalies qui ont été détectées dans un run, les 10 tests n'ont pas pu être exécutés tous en premier, donc ils apparaissent. Mais ça veut dire que c'est l'ordre calculé optimal. On ne peut pas faire mieux que ça du point de vue de la détection au plus tôt des anomalies. Le jaune, c'est l'ordre du repository. Et le bleu, non le vert, pardon, excusez-moi, le vert, donc le bleu l'optimum, le jaune c'est l'ordre tel que vous les exécutez si vous voulez, et le vert correspond au résultat de la priorisation à partir de l'algorithme d'apprentissage, à partir du modèle d'apprentissage. Voilà. Alexandre, à toi. Ouais, merci. Excuse-moi. En fait, le métrique qu'on utilise, ça s'appelle APFD. Ça va mesurer en fait le pourcentage de nombre de tests qui va falloir être nécessaire pour détecter 100% des anomalies. Donc, ça va être fort. C'est pour ça qu'on voit des variations de valeur pour le métrique optimal, puisque ça va dépendre du nombre de tests dans la test suite et le nombre d'anomalies qu'il y a. Ce qui est important de voir ici, c'est que de manière consistante, notre modèle il est toujours supérieur à l'ordre initial. Bon, là, les courbes sont à peine lissées parce qu'on prend une moyenne roulante sur 5 builds. Donc, il y a quelques endroits où on descend un peu en dessous de l'ordre initial, mais c'est des cas isolés. Donc, de manière générale, sur l'ensemble des projets sur lesquels on s'est confronté, on a des résultats de prio qui sont pas parfaits évidemment, mais qui sont bien meilleurs que si on n'avait rien fait. C'est ça. Et puis parfois très proche de l'optimal. Donc, en termes de bénéfices métiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que appliquer l'algo de prio, enfin le calcul de prio, vous donne une restitution au plus tôt, pas tout à fait au plus tôt, mais très tôt des anomalies. Ainsi, vous avez un round d'exécution qui prend 4 heures, et là-dedans, il y a 10 anomalies, eh bien, il va permettre que les anomalies vont être détectées pendant la première demi-heure, pour caricaturer, quoi, pour donner des choses simples. Alors, aujourd'hui, on s'est confronté uniquement à des contextes de tests automatisés. Et notre ambition, c'est aussi de répliquer les études à partir de résultats qui seraient dans XStudio pour travailler sur aussi des contextes de tests manuels, par exemple, enfin, pour parler de ça qui résonne aux oreilles d'Éric. Mais ça veut dire que, évidemment, les tests automatisés sont importants à prioriser, suivant le cas, mais que les tests manuels peuvent être encore plus importants, parce qu'on ne peut pas tous les exécuter, par exemple. Et donc, exécuter les bons, ceux qui vont effectivement détecter les anomalies, c'est d'autant plus important. Voilà. Pour vous donner des chiffres, sur celui-là, de mémoire, donc c'est 600 tests. 600. Ouais, c'est ça, c'est un outil de Facebook qui est sur GitHub. Donc, la test suite fait 900 tests, je crois, ils en exécutent environ 900. 600. Ouais. Vous voyez, là, sur IS, c'est 130 ou 135, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, vous voyez ça, voilà. Mais, alors... Ce qui était intéressant de dire, c'était sur IS, c'est des tests GUI, tandis que le reste, c'est des tests unitaires. On se rend compte que les features qu'on va pouvoir utiliser ne sont pas forcément les mêmes. C'est ça. Là, on est vraiment sur du test système, alors que là, effectivement, c'est plus des jeux de test bas niveau, quoi. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est quand même plus les tests système, faut le dire. Alors, 2 types d'intégration. Donc, ça, c'est l'intégration mise en œuvre. En fait, pour faciliter l'intégration, on est en train de créer, on crée un service. C'est-à-dire que l'idée, c'est de voir la priorisation comme un service. Un service qui est accessible via des API. Ces API, du point de vue des tests auto, vont pouvoir être activés à partir de l'intégration continue, puisqu'il y a finalement 2 phases. Il y a une phase d'extraction qui va donner les données, va faire passer les données
d'apprentissage et lancer l'apprentissage. Et puis, il y a le moment où on appelle un calcul de prio. Les résultats en termes de temps d'apprentissage sur les exemples que vous avez vus précédemment, on est entre 5 secondes et 30 secondes. Donc voilà, on est sur des choses sur un PC, hein, on n'est pas sur un supracalculateur sur un PC. Donc les algos sont rapides, quoi. Parce que ce qui coûte cher, c'est l'apprentissage. La partie déductive elle-même, enfin un calcul de la prio prend, je ne sais pas combien, ça prend combien de temps sur le calcul de la prio elle-même? Non, pas l'apprentissage, la phase de calcul de priorisation, une fois sur un modèle entraîné. C'est instantané. C'est instantané, oui. C'est ça. C'est-à-dire que le sujet, c'est l'apprentissage. Et voilà, donc on est sur entre 5 et 30 secondes. Ce qu'on imagine, mais qu'on n'a pas mis en œuvre encore, mais qui est ce qu'on veut faire, c'est utiliser le même service pour du test manuel. C'est-à-dire s'intégrer à un outil de test manuel sur la partie résultats pour aller chercher les résultats et puis évidemment pouvoir lancer la priorisation sur les suites qu'on veut exécuter. Voilà, donc, alors, évidemment, on pense qu'il pourrait y avoir des petites différences dans les caractéristiques à apprendre du point de vue entre des tests manuels et des tests auto. Hein. Encore une fois, notre expérience actuellement, elle est là. Elle est sur du test auto. Voilà. Alors, bon, j'ai mis cette adresse-là, mais en gros, ce qu'on était venu faire ici, c'était trouver des expérimentations. C'est-à-dire qu'on a des bons benches, et maintenant, on veut étendre ça. Le coût du branchement n'est pas très grand. Parce que, en fait, c'est une API pour lequel, depuis l'intégrateur continu, en tout cas pour les intégrateurs continus les plus répandus, on va nous développer un plugin qui permet d'aller chercher les features pour appeler l'API. Et puis, on aurait la même logique dans les outils de management de test. C'est-à-dire, il y a les API de priorisation qui nécessitent de passer les données et à l'intérieur de l'outil de management de test, un plugin qui va lui faire la récupération de data pour aller la passer au service, puis appeler le service quand il y a besoin de prioriser. Hein. Il y a deux flux, si vous voulez. Hein. Il y a le flux d'acquisition, d'extraction des données, ici, et puis il y a le flux du calcul de la prio pour avoir un résultat de ranking, de classement des tests pour leur exécution. Voilà où on en est. Ce qui nous a enthousiasmé, c'est ça, parce que voilà, on a aujourd'hui des résultats qui sont toujours meilleurs, donc, et qui sont parfois très proches de l'optimum, donc c'est bien. Et puis maintenant, il faut qu'on étende le fait de se confronter à des situations, et puis qu'on comprenne mieux aussi par rapport à ce besoin de priorisation, eh bien, quelles sont les bonnes caractéristiques sur lesquelles le modèle d'apprentissage doit être focalisé. Bon, quelles sont les données disponibles pour l'apprentissage, etc. Suivant les cas, suivant les situations. Voilà, on a fini. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? Oui. Oui, exactement. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que, en fait, si je prends l'exemple de Yest, hein, donc on est en Jenkins, il y a un build, il y a une extraction, il y a un apprentissage sur 5 exécutions précédentes. Et lorsqu'on va lancer une exécution, depuis Jenkins, le service est donc appelé pour demander
donc un classement. Ce classement est donc reçu et utilisé pour l'exécution. C'est-à-dire que l'ordre d'exécution va dépendre de ce qui est renvoyé par le service. Et puis là, ça s'exécute. Et après, on réentraîne le modèle dans la foulée de ça en tenant compte du nouveau résultat et ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc le service a été fourni, mais on réentraîne le modèle pour qu'il tienne compte de ces nouveaux résultats, quoi, de façon incrémentale. Donc on fait de l'apprentissage incrémental, si vous voulez. Alors, ouais, ça se passe. Enfin, il faut qu'on puisse affecter, enfin modifier l'ordre d'exécution, puisque c'est le principe. Le principe, c'est que au lieu d'exécuter, par exemple, dans l'ordre alphanumérique du répertoire, il faut effectuer dans un certain ordre. Alors, ça peut être juste un tri du répertoire, hein, pourquoi pas. On retrie le répertoire. Enfin, mais dans Jenkins, il y a en fait une instruction qui permet de donner les tests dans un certain ordre. Donc, en fait, on reçoit ce résultat et l'intégrateur continu applique l'ordre qui lui a été communiqué. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe. Après, dans un outil de management de test qui gère l'exécution, ben, il faut que l'outil de management de test, si on prend le test manuel, puisse accepter le fait qu'il y a un ordre, enfin, un ordonnancement qui soit pris en charge. Et ça dépend. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, commentaires? Oui, Frédéric? Alors, si tu veux, dans les résultats, dans l'apprentissage, on prend les historiques, entre autres, de résultats. Hein, et donc, si tout d'un coup, ou s'il y a une zone de bug, forcément, ces tests-là, ils vont être favorisés, ils vont être classés dans ceux qui ont le plus de probabilité. Enfin, tu vois, l'algorithme va faire ça. Oui, exactement. Ah, tu veux dire dans un round d'exécution qui change la classification à mesure, je ne sais pas si on pourrait. Pour l'instant, nous, on se base surtout sur l'historique et sur des données qui viennent en amont. Donc, on ne va pas pouvoir se reconfigurer sur l'instant, quoi. Ça sera pris en compte. On aura peut-être un score de priorisation qui sera peut-être inférieur sur le moment et ça sera pris en compte pour les rounds successifs. Oui, parce que ça voudrait dire refaire un apprentissage à la volée en même temps qu'on tient compte. Bon, après, c'est sûr que si ton exécution, elle dure 3 heures et que notre apprentissage, il dure 30 secondes, on peut relancer un apprentissage pendant que tu exécutes un test manuel. Hein, pourquoi pas je veux dire. De toute façon, il y a des données qu'on récupère qui sont liées au commit, par exemple, ou à l'ensemble des commits qui ont mené à ce build. Et donc, sur ce commit-là, si on fait la liste des fichiers qui ont été changés ou des lignes qui ont été changées, et que les tests testent ces lignes-là en particulier, on va pouvoir prioriser par rapport à la couverture du test du code qui a été changé. Donc, on peut réagir comme ça. Après, avoir une cartographie du code et des bugs dans le code, on n'a pas encore ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment conçu pour un apprentissage à partir des exécutions réalisées pour la prochaine exécution et qui, en fonction des résultats, nous permet de refaire un apprentissage pour la suivante et ainsi de suite, quoi. Tu vois. Pendant une exécution, pour l'instant, on n'a pas pris ça en compte. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui?
non, parce que en fait, c'est une bonne question. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on s'est confronté à deux contextes. Un contexte avec Jenkins et puis un repo Git, et puis un contexte avec du Travis. Enfin, je parle pour les tests automatisés, hein. Donc, on a adapté, d'un point de vue technique, l'extracteur des informations, mais c'était les mêmes informations, donc c'était faire appel à l'API de l'intégrateur. Donc, dans un outil de management de test, on va récupérer telle et telle information qui va être accessible via telle et telle API, hein, concrètement. Donc, ça va être simplement une mécanique d'adaptation donc à l'API. Donc, c'est effectivement l'idée d'avoir un petit code d'intégration, mais qu'on pense générique à terme, enfin pas à terme, qui va être générique sur l'ensemble des produits de test management, d'intégration continue, de gestion du repo, de configuration. Voilà. Puisque finalement, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir la relation entre un identifiant de test et son résultat d'exécution sur une exécution, sur un run donné. Et à côté de ça, on a besoin d'avoir des informations sur le test lui-même. Par exemple, sa durée, par exemple, ce qu'il couvre, le cas échéant. Son âge aussi. Voilà. Enfin, l'âge du test, parce que les tests récents, potentiellement, le modèle va comprendre que c'est plus intéressant d'exécuter les tests plus ils sont récents. Ou en tout cas, ça peut jouer un rôle dans la priorisation. Donc l'âge du test, c'est aussi une donnée intéressante. C'est ça. Donc après, si vous utilisez tel outil de management de test ou d'automatisation, on va voir quelles sont les capacités de cet outil pour nous permettre de récupérer l'info, puis faire les extracteurs. C'est toujours les mêmes extracteurs, simplement ils utilisent les interfaces des outils. Et puis, toujours avec cette même logique, qu'à un moment donné, on aura couvert les outils principaux et puis que les extracteurs seront génériques, quoi. Et... Ok, ouais. Alors, oui. Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, là, on travaille avec l'idée d'extraire le minimum de features qui donne un bon résultat, et avec l'idée que si on a plus de caractéristiques, alors l'apprentissage donnera des résultats un peu meilleurs. Et donc, le minimal set, quoi, l'ensemble minimal, c'est vraiment les résultats d'exécution, des caractéristiques de base sur les tests, comme l'âge du test, la dernière fois qu'il a été modifié, sa durée, et puis des informations liées au changement aussi. Donc, mais c'est vraiment une question très importante, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver le bon compromis entre le moins d'informations possible pour le meilleur résultat possible, si vous voulez. Puisque moins on extrait d'informations, mieux on se porte, évidemment, hein. Pour autant, évidemment, si à un moment donné on n'a plus d'infos pour l'apprentissage, le résultat ne sera pas bon, hein. Pas tellement, non. C'est vraiment sur ces données extraites, hein. On extrait l'historique sur les différentes exécutions passées, des caractéristiques sur les tests correspondant aux historiques, et puis des données de changement. Et ça suffit. On ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce que faisait le test. On apprend sur
ce qui s'est passé pour déduire l'avenir, en fait. Et ça marche pas trop mal. Voilà. Merci. On va passer à autre chose. Merci à vous.